Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une première vidéo sur cette série, sur ce bon vieux Range Rover Sport de 2010, mais modèle 2011. C'est un fin 2010, il a été immatriculé comme un modèle 2011. Alors l'idée de ce projet là, c'est d'avoir acheté un bon vieux diesel, confortable, luxueux, puissant, surtout coupleux, et avec beaucoup de kilomètres. Comme ça permet de l'avoir à pas cher et de pouvoir le refaire nickel en une voiture fiable. Donc aujourd'hui, la première chose à faire, c'est le bilan. Qu'est-ce qu'on va devoir faire sur cette voiture? Alors, ça va faire une semaine qu'on l'a acheté. J'ai un petit peu roulé avec pour découvrir un petit peu les potentiels problèmes qu'elle allait avoir. J'avais Olivier qui est venu avec moi le chercher à la maison, qui était avec moi cette semaine. On a déjà fait 2-3 petits trucs dessus pour la simple et bonne raison que pour l'utiliser c'était nécessaire. Et surtout on a eu des problèmes. Donc si vous vous souvenez, quand on l'a acheté, il y avait un premier problème qui était le coffre. Quand on ouvrait le coffre, donc là le coffre s'ouvre en deux morceaux, hein. Souvenez-vous, ça faisait clac, clac. Et ben en fait, c'est juste que le mec qui nous l'a vendu était pas bien doué. En gros, quand on a acheté la voiture, enfin quand lui a acheté la voiture, il y avait cette pièce là, donc on va appeler ça la casquette de coffre, qui était détériorée. Donc lui il en a certainement acheté une d'occasion parce qu'elle n'est pas neuve et il l'a remplacée. Sauf que quand t'es pas mécano pour un sou, des fois faut pas faire mécanique, tu vois, c'est le principe. Et ben en gros il a démonté le truc, il a forcé comme un âne, donc il a fait un petit poc sur le capot. Bon, ça c'est pas encore trop grave, encore une fois. Vu le kilométrage, on l'accepte. Et puis bon, en vrai, ça se voit pas. Mais surtout, à forcer comme un âne, il avait... Ah bah oui, hop, faut que j'ouvre le coffre complet pour vous montrer. Il avait... Pas claqué assez fort. Là, on va voir. Voilà. La casquette, elle est fixée ici, ici et ici. Et en fait, quand il a fait le levier à cet endroit-là, donc en gros ici, il avait certainement pas dû retirer la vis là. Et ben en fait, il avait tordu cette patte-là. Donc cette patte-là, vous voyez, elle a un petit décroché ici. Hop. Et ben en fait elle était devenue plate, ce qui fait que la casquette, au lieu de suivre l'arrondi du coffre, et ben elle faisait ça au milieu, elle était bombée. Et donc ce qui faisait que quand on ouvrait et qu'on fermait le capot, la casquette frottait sur l'angle du coffre. Donc on pouvait pas le laisser comme ça, donc on a démonté la casquette avec Olivier, on a retordu cette petite patte là, et maintenant vous voyez, miracle, tout fonctionne parfaitement. Bon, j'allais quand même pas vous faire une vidéo juste pour ça, mais vous voyez, voilà. Ça c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Autre chose qu'on a fait, le lendemain on démarre la voiture. Alors là franchement c'est pas de bol, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai passé la valise sur la voiture lors de l'achat. Il y avait des codes erreurs, il y avait des petits problèmes, mais il n'y avait pas le problème qu'on a eu dès le lendemain. Dès le lendemain, j'ai eu perte de puissance affichée sur le tableau de bord. J'ai mis la valise et là, débitmètre, capoute. Voilà, problème de débitmètre. On a déposé les débitmètres pour pouvoir rouler, on les a nettoyés, ils étaient très sales. J'en ai récupéré un. Par contre, il y en a deux dessus, vu que c'est un V6 diesel, donc il y a deux bancs moteurs. Mais il y en a un qu'on n'a pas pu récupérer. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vous montrerai un petit peu les valeurs tout à l'heure à la valise, quand on utilisera la valise pour diagnostiquer le reste. Juste la crasse qu'on a retirée du débitmètre avec du nettoyant frein, ça nous a divisé les valeurs de débitmètre par deux. C'est-à-dire que je vous explique, celui qui est officiellement HS, avec x10, eh ben, il était fonctionnel. Voilà, donc en gros, on l'aurait laissé sale, ça marchait très bien. Par contre, celui qui était fonctionnel, avec la crasse, ça faisait x10 et lui se mettait en erreur. Donc du coup, finalement, celui qui était potentiellement en panne, on l'a récupéré juste en le nettoyant. Par contre, l'autre qui malheureusement n'était pas en panne, maintenant est en panne parce qu'il ne fonctionne pas correctement. Donc on a bien un débitmètre à changer sur les deux, mais je vous dis toujours, il est hyper important de nettoyer les débitmètres avant de diagnostiquer une panne, parce qu'en l'occurrence j'aurais changé celui qui fonctionnait bien. Voilà, donc ça c'est également ce qu'on a fait un petit peu off vidéo, mais je vous montrerai tout ça avec la valise après pour vous expliquer. D'ailleurs dans cette vidéo on est en 2024 et en 2024 on va vous sortir une nouvelle vidéo des meilleures valises pour 2024. Il y a des nouveautés qui vont arriver, j'en ai une que je vais utiliser aujourd'hui, mais la vidéo officielle sortira courant mars. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas déblatérer aujourd'hui dans la vidéo sur ce modèle là, mais vous allez avoir toutes les informations courant mars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va lever le véhicule, on va contrôler tous les jeux qu'on a au niveau des roues. La direction est trouble, elle n'est pas droite, on a un pneu, alors vous voyez ici, hop, on a un pneu ici qui est complètement lisse sur l'extérieur, et ça c'est un problème. Le problème c'est que je ne sais pas si cette roue, si ce pneu-là, avec cette roue-là, a toujours été de ce côté-là. Pourquoi? Parce que sur le contrôle technique est mentionné un problème sur le triangle avant gauche, cylindre bloc qui serait apparemment cassé. Donc ce qui veut dire que votre roue, quand vous roulez, elle est comme ça, avec le cylindre bloc cassé, elle peut se mettre comme ça. Et donc, venir bouffer
l'extérieur du pneu. C'est quelque chose d'envisageable. Parce que le pneu avant gauche où il y a ce problème-là, bah lui, il a rien. Donc est-ce qu'ils ont inversé les pneus? Je ne sais pas. Autre problème, ils ont, quand le garage a racheté la voiture pour la revendre, il a changé le roulement arrière gauche. Roulement arrière gauche qui, du coup, avait un jeu excessif. Donc peut-être que cette roue-là, elle est aussi montée arrière gauche et que c'était le roulement qui était totalement mort qui a usé le pneu comme ça. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, parce que le pneu est également en bon état de l'autre côté. Ou alors, on a clairement un problème ici. Donc ça, on va déjà prendre une jauge à carrossage et on va mesurer un petit peu le carrossage sur chacune des roues, voir si on voit tout de suite quelque chose qui a un problème ou si la roue là n'avait rien à foutre là d'origine, ce qui n'est pas impossible. Ensuite, on va lever la voiture, on va vérifier tous les trains roulants, on va vérifier les jeux dans les triangles, on va vérifier la direction, les rotules, on va tout contrôler. On va également faire un petit check-up du dessous. Tout ce qui va être filtre, etc. j'ai déjà commandé, on sait qu'il y a la révision à faire. On va également contrôler si nos FAP sont vides, parce que j'ai un petit doute quand même, je trouve qu'à l'odeur, il a une petite odeur. Après ce serait qu'un plus pour moi, parce que j'avais envisagé de le faire. Enfin voilà, on va faire un petit point également sur la liste des tâches à faire à l'intérieur. Il y a quand même un petit peu de boulot sur ce Range Rover, mais c'est une bonne base. Donc pour venir contrôler notre carrossage, on prend les mêmes outils que pour faire une géométrie, une barre à carrossage et une jauge à carrossage. Alors pour étalonner une jauge à carrosser, on la met comme ceci. Je mets mon niveau parfaitement droit et je viens régler derrière. Ma bulle, elle est pile à 0, donc mon niveau est bon, ma bulle est bonne. Maintenant on va pouvoir contrôler. Alors on fait attention, ça se dérègle très facilement. Donc on va régler cet outil là également sur du 20 pouces. Ça va jusqu'à 19 pouces cette affaire. Alors on va prendre les mesures. Là clairement, voilà, ça c'est un exemple, je ne pourrais pas faire de géométrie avec cet appareil là sur cette voiture là. L'appareil est trop petit par rapport à la longueur de la roue. Normalement les mesures doivent se prendre là. Et moi je vais être obligé de la prendre sur le bâton. Alors c'est pas trop grave dans le cas là, parce qu'en fait ce que je veux mesurer c'est une différence importante sur une roue. Là où aurait dû être cette fameuse roue abîmée. Sauf si elle était sur un endroit où il y a eu une réparation. Et on mesure. Donc, on va se centrer. Là, j'ai 1 degré de carrossage. Là, j'ai 1,5 degré de carrossage. Il y a une petite différence, mais pas de là à expliquer que le pneu était totalement mort. Ici, on a 1,5. On a également 1,5 de carrossage ici. Et là, j'ai 0 de carrossage ici. Je vais de me prendre la différence d'endroit. 0. Ok, donc là, on voit que j'ai 0. Là, j'ai 1. Et là-bas, j'ai 1,5, 1,5. Celle-là, elle est mal réglée, elle a 1. Elle a 1 en positif. Donc en fait, c'était peut-être là. Que, en fait, la roue est comme ça. Tac, comme ça. En gros, je vous schématise. Par rapport à la barre, elle est comme ça. Arrière, elle est parfaitement comme ça. Et les deux de l'autre côté sont légèrement comme ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce pneu-là, s'il a cette usure-là, il était soit monté ici. Et donc, c'est une géométrie qu'il faut faire. Soit il était monté sur une roue défaillante. Donc, cylindre bloc avant gauche ou roulement arrière gauche. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, je peux changer les pneus sans me dire que je vais avoir ce problème de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 4 roues motrices permanent. Donc le dessin doit être le même et l'usure des pneumatiques doit être les mêmes sur les 4 roues. Pourquoi? Sinon vous allez avoir une différence de rotation et de frottement en fonction des essieux. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement détruire les ponts. Donc là en l'occurrence ça va parce qu'on va faire les travaux, il va faire une centaine de kilomètres comme ça. Mais vous roulez des milliers de kilomètres ou des dizaines de milliers de kilomètres soit avec deux pneus de marque différentes, soit avec un pneu comme ça à mort, et ben vous allez tout simplement fusiller les ponts. Donc c'est quelque chose à pas prendre à la légère et en même temps des pneus ça coûte cher. Donc remonter des pneus en se disant c'est bon on résout le problème mais sans regarder la cause du problème, bah c'est foutu 800 balles à la poubelle. Donc c'est pour ça que la première des choses c'était de mesurer si on avait une défaillance. Donc premier test réalisé avec succès, ça veut dire que déjà on n'a pas de défaillance majeure sur nos trains roulants. Donc maintenant, tant qu'on est dans les trains roulants, on va continuer, on va lever la voiture et on va contrôler tout ça. Bon, avant de lever quoi que ce soit, qui dit suspension pneumatique dit obligatoirement désactivation. J'insiste. Sur le manuel, ce n'est pas marqué. J'ai vérifié. Et également, j'ai vérifié sur internet, ce n'est pas marqué non plus. Si vous levez un véhicule avec un correcteur d'assiette pneumatique, qu'est-ce qui va se passer?
il va compenser l'assiette, il va gonfler les amortisseurs. Vous avez les 4 roues pendantes, lui il va essayer de retrouver le sol. Il va gonfler au maximum vos coussins d'air. Imaginez que vos coussins d'air d'amortisseur, c'est ni plus ni moins qu'un ballon de baudruche renforcé. Ok, vous mettez un maximum d'air. Vous rebaissez votre pont. Qu'est-ce qui fait quand vous avez écrasé un ballon de baudruche qui est trop gonflé? Ça fait pan. Et bien là, ça fait exactement la même chose. Donc, hyper important de désactiver la suspension pneumatique. Pour ça, j'ai galéré à trouver la procédure. Je l'ai trouvée moi-même parce qu'elle est ni sur le bouquin, ni sur internet. Vous avez un petit bouton suspension ici. Hop. Il faut fermer la porte. Je vais vous ouvrir le carreau. Fermez les portes. Toutes les portes fermées, capot y compris. J'insiste. Démarrez le véhicule. Et ensuite, restez appuyé sur la flèche comme si vous voulez le descendre. Hop, on maintient appuyé. Et là, vous voyez, il y a le cadenas qui se met. Et au tableau de bord, ça nous met suspension en mode étendu. Et ça nous met... alors bah là, ça a sauté. En gros, ça vous met que la hauteur est bloquée en normal. Mais quand vous avez le cadenas, c'est tout bon. Je vais essayer de vous le refaire. Regardez à l'écran. Voilà, suspension verrouillée, hauteur d'accès. Donc là maintenant, hop, on éteint. Maintenant, pour être sûr que votre suspension est bien désactivée, bon, vous le laissez, il fait sa régule tout seul. Vous levez un coup. Si vous n'entendez pas de compensation pneumatique, c'est que c'est bon. Là, à partir du moment où vous levez un poil, normalement, il doit regonfler, c'est instantané dans les 2-3 secondes. Là, en l'occurrence, il monte pas, donc ça veut dire que ma suspension, elle est bien désactivée. Première chose à faire, vérifier le jeu. Donc là, on va contrôler un jeu potentiel dans les rotules. Donc, comment on mesure un jeu dans les rotules? La roue détachée du sol, libre. On va venir prendre le jeu, enfin la roue comme ça en latéral, et on va venir contrôler comme ça. Là, j'ai un petit jeu, mais en fait, vous voyez ici, j'ai ma colonne de direction, juste ici là. Donc en fait, je sais déterminer si le jeu provient, vous allez voir, de ma roue ou si ma colonne tourne. Vous voyez là, j'ai pas de jeu. Dès que je touche ma roue, ma colonne elle bouge. Je pense que vous voyez bien à la caméra le petit pavé. Donc cette roue là, elle n'a pas de jeu au niveau des rotules de direction ou rotules axiales. Maintenant, on va contrôler le jeu au roulement. Alors déjà, on fait tourner. Hein. Un roulement de roue, ça doit grogner. Là, ça grogne pas. Et ensuite, on mesure l'autre sens. Donc, de haut en bas. Donc, on prend la roue pareil, on fait ça. Et là, on n'a aucun jeu. Donc, je contrôle ça sur les 4. Et sur les 2 avant, j'ajoute mon contrôle de direction. Donc, celle-ci, le roulement a été changé. On est sur un roulement neuf. De ce côté-là, RS. Bon, là, on a le disque qui frotte un peu, mais RS. Parce que le disque est un peu rouillé. Je pense que la voiture est restée longtemps à l'arrêt. Du coup, il y a une petite collerette de rouille qui s'est formée. Quand je démonterai les roues, je passerai juste un petit coup de disqueuse sur la collerette. Parce qu'il y a une petite collerette, mais qui ne nécessite pas un changement de disque. Par contre, vu qu'elle s'est oxydée, bah, ça a donné une surépaisseur qui doit toucher la plaquette. De toute façon, on va contrôler les freins après. Et celle-là, donc du coup, contrôle du jeu. On n'a pas de jeu du tout. Et on n'a pas de jeu dans le roulement non plus. Alors ce qui est quand même assez marrant, c'est que vraiment au niveau avant, on a un flou mais total dans la direction. Donc est-ce que ça vient de nos triangles? Est-ce que ça vient juste d'une géométrie? C'est pas impossible non plus. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau direction, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça c'est le fameux coussin gonflable de l'amortisseur. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les amortisseurs pneumatiques, c'est pas fiable, faut pas, machin. Alors déjà, c'est ultra confortable. Moi, c'est ce que j'apprécie. J'avais un Ken en pneumatique, c'était un régal. Ça, c'est un régal en termes de confort. Maintenant, un pneumatique, ça demande de l'entretien. Et surtout, pas de fausse manip. Quand 40 fois dans la vie du véhicule, vous l'avez levé et que vous l'avez abaissé sans désactiver la pneumatique, bah, c'est 40 fois où vous avez fragilisé vos coussins gonflables. Bah, à un moment, c'est pas étonnant en fait que le coussin il lâche. Voilà. Donc il y a aussi une part d'utilisation de la suspension pneumatique qui est souvent un petit peu mis en cause. Donc on va aller contrôler nos triangles tant qu'on est dans la direction. Alors pour ça, rien de mieux qu'un pied de guiche. Voilà. On passe sous la voiture.
Et on va déjà regarder celui qui est censé être HS. Bon déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que le dessous de la voiture il est impeccable. Vous voyez, c'est censé être des voitures qui rouillent pas mal. Là, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien du tout. C'est impeccable. La voiture est vraiment nickel. J'avais regardé les bas de caisse et tout, il n'y avait rien non plus. Là, la traverse, il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a rien. Les filtres à gazole ont l'air relativement récents. On va tout remplacer, mais franchement, c'est vraiment ça. Là, on voit les contrebas de caisse, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. C'est un peu poussiéreux, mais ça s'arrête là. Alors, triangle. La maladie sur ces modèles-là, c'est le triangle inférieur. Donc celui-là, le triangle supérieur est très peu connu pour des défaillances. Le triangle, il tient avec des siens de bloc, ici et ici. Donc il va falloir déterminer si ceux-là ont du jeu. Pour ça, on libère la roue, on passe un pied de biche et on fait levier. Celui-là, il n'y a pas de jeu. Oh bah voilà, celui-là, vous voyez bien, celui-là il est mort. Voilà, celui-là il est totalement mort. Donc on voit bien, regardez la roue, comment ça influence la roue. Si on prend la roue par rapport au pont, on voit qu'en fait ça va venir bouger toute la géométrie de la voiture. Il y a 2-3 mm. Donc ici il y a peut-être 1 mm, mais à la roue avec l'amplitude ça fait 2-3 mm. 2-3 mm, ça veut dire que la roue fait ça. Donc c'est pas étonnant que notre volant n'est pas droit et qu'en plus on a un flou total dans la direction. Alors, on va contrôler l'autre côté. Bon, celui-ci, il n'y en a pas. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Pas anormalement, quoi. Et celui-ci... non, il n'y en a pas non plus. C'est vraiment les gros à l'arrière. Ok, bon. On inspecte en même temps tout ce qui est rotule. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Moteur, c'est très sain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les cylindres blocs de triangle, mais les deux avant. Il n'y a qu'un seul triangle visiblement qui est touché, mais on va changer les deux. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils ont tous les deux le même kilométrage. Donc en faire un et pas faire l'autre, c'est potentiellement refaire l'autre dans 10 000 km. Donc une fois que c'est déposé, on refait. Donc là, on va faire triangle inférieur, avant gauche, avant droit. Je fais les deux. On va voir si l'arrière nécessite même topo, même système. Pas de jeu. Là-bas, franchement, rien d'anormal. Ouh, là je suis en train de voir un truc qui me plaît pas. Donc ici, pas de jeu. Et là-bas, rien d'anormal non plus. Par contre, là, on a quelque chose d'anormal. Vous voyez le tas de graisse qu'on a là? Je l'avais pas vu. On en a plein sur la jante. La jante elle est toute grasse. On en a sur la conduite de frein, on en a sur le moyeu. Ça, bah ça, c'est de la graisse de cardan. Donc ça veut dire que notre soufflet de cardan ici, il doit être percé quelque part. Là, voilà, on voit, il est percé. Là, on voit, il est percé. Voilà. Donc ça nous envoie de la graisse partout avec l'inertie de la roue. Donc là, on a un soufflet de cardan à changer. On va vérifier qu'il n'y a pas de jeu dessus. Non, il n'y a pas de jeu du tout. Par contre, le soufflet, il est à faire. Ok, bon. Ok, bon. À l'arrière, on aura un soufflet de cardan à faire avant gauche, arrière gauche, autant pour moi. Alors, tant qu'on est sur les trains roulants, on va contrôler le freinage. Les disques arrière sont pas neufs, mais la collerette ne nécessite pas le changement. Plaquette arrière, on est comment? Plaquette arrière, on est comme neuf. Bon, alors, ce qui me fait gentiment rire aussi, hein, c'est quand même le contrôle technique qui détecte si un bloc avant gauche qui a du jeu anormal, mais qui voit pas que le cardan il en a foutu partout. Le contrôle technique, il a genre 15 jours 3 semaines. Donc si tu veux, le cardan, ça fait pas 15 jours 3 semaines qu'il roule. Sachant que le garage ne roulait pas avec la voiture, il a fait 400 km et que j'en ai fait 800 pour rentrer. Donc c'est que c'était bien présent bien avant. Donc bon, vous voyez, quand je vous dis un contrôle technique, ça veut tout à rien dire. Des fois, on va vous chercher la petite bête et on va pas voir un truc comme ça. Donc prenez toujours le temps de vérifier et de ne pas vous fier uniquement au contrôleur technique. Disques avant, les disques avant sont neufs et les plaquettes sont
9. Ok, ça c'est un bon point aussi. On va quand même contrôler les 4. Ok, 9. Et plaquette 9. Et là, un peu usé, plaquette 9. Ok, bon, système de frein, RAS, rien à faire. Ce qui m'intéressait de voir, c'est que à l'odeur, j'ai comme un pressentiment que le FAP est soit désactivé, enfin désactivé, non, est vidé. Alors après, le diesel ça pue. Un diesel V6 ça pue encore plus. Et un diesel V6 avec un débitmètre HS ça pue encore plus. Mais tant qu'il est levé, on va contrôler. Alors, à l'oreille. Ah mais je suis abruti, je suis sur le catalyseur là. Le FAP il est plus bon. Je me disais elle est où la sonde de température? Oui, c'est normal, il n'y en a pas. Il est là le FAP. La boîte à merde elle est là. Donc là on a le catalyseur. Et là on a le FAP. Non non il a l'air plein. Je vérifie qu'il n'y a pas de traces de soudure. Non c'est plein ça. Il n'y a pas de danger. Il est plein. Ok, il n'a pas été vidé. De toute façon, je pense que moi, à terme, ça va faire quick, un petit tube et désactivation du FAP. Le problème du FAP, c'est que là, la voiture a 260 000 km. Bon, il n'y a pas de problème de FAP pour l'instant. On lui fera un nettoyage, mais ce qui est sûr, c'est qu'au premier symptôme de problème, poubelle. Plus de FAP. On regarde pas avec ça. Au niveau du FAP, on fera un nettoyage quand même en préventif avec le DPF cleaner. Donc on viendra balancer une bombe de DPF cleaner, faire un nettoyage en préventif pour potentiellement pas être emmerdé par la suite. Voilà, vaut mieux faire du préventif que du curatif. C'est toujours mieux de prendre le problème avant qu'il arrive. Mais 260 000 km, le FAP c'est des matériaux précieux. Les matériaux précieux s'usent et le FAP se régénère de moins en moins. Et donc il va être de moins en moins efficace, il va s'encrasser de plus en plus vite. Donc si ça vient à arriver, on le bazarde. Mais vous voyez sur le range, on a des étiquettes comme ça. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça, c'est des autorisations. Enfin, c'est des autorisations. C'est des taxes routières, autoroutières en Suisse. En France, vous passez un péage. En Suisse, vous payez une taxe. Pour prendre l'autoroute, vous avez une vignette. Un petit peu comme nous, on a le critère maintenant pour aller directement en centre-ville. Et ben en fait, ça veut dire qu'il a fait énormément d'autoroutes, ce Range Rover. Et ça semble du coup pas anormal de voir que le FAP n'a pas de problème, malgré ses 260 000 km. Pourquoi? Parce que le FAP, il récupère la pollution du véhicule à basse vitesse et il va faire des régénérations à haute vitesse pour libérer les particules qu'on aura retenues. Le FAP, c'est pas fait pour ne pas polluer la planète. Non, le FAP, c'est fait pour ne pas polluer les villes. C'est bien ça que les gens oublient un peu. En ville, vous allez collecter la merde de votre moteur et sur autoroute, donc en campagne, vous allez rejeter la merde de votre moteur. Voilà à quoi sert un FAP. Et du coup, le FAP se bouche quand vous ne faites pas assez d'autoroute ou de route de campagne à vitesse élevée. Donc du coup, vous allez faire que de l'agglomération, votre fil va faire que emmagasiner, il ne pourra jamais lancer de régénération et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Un véhicule qui fait régulièrement de l'autoroute, c'est un véhicule qui a que très peu d'encrassement. Preuve en est, ce bon vieux Range Rover qui a fait beaucoup d'autoroutes, eh ben, n'a pas de problème de FAP. Donc on contrôlera quand même avec la valise, mais pour l'instant, tout est nickel de ce côté-là. Donc voilà comment fonctionne le FAP. Donc si vous n'avez pas trop souvent l'occasion de faire de l'autoroute, pensez à faire du préventif. Pour ça, vous avez le DPF Cleaner, dispo sur mytolgarage.fr, qui est un produit excellent, qui marche super bien et qui est franchement mis en œuvre par tout le monde. Tu lèves la voiture, tu te mets dessous, tu balances le truc, tu remets ta vis, c'est fini. Voilà. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, que je vais faire du préventif. Donc, pour avoir parlé de tout ça, c'est bon. Avant de s'attaquer à la partie esthétique, on va terminer la partie moteur. Donc on va descendre la bébête. Pour ce qui est de la partie entretien mécanique, bien évidemment, tout est à faire dessus. Donc du coup, il y aura filtre à gasoil, filtre à air, filtre à huile, vidange moteur, vidange de boîte, vidange de pont avant, vidange de pont arrière. Bref, la totalité des fluides et des filtres. Ça, c'est obligatoire. On a nos deux débitmètres qui sont là. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre la valise après, je vais vous expliquer. Mais je les ai démontés, je les ai nettoyés. Il y en a un qui est reparti, il y en a un qui est définitivement mort.
Lequel c'est, et bah tu peux pas le savoir. Voilà, c'est pas marqué. T'as débitmètre 1, débitmètre 2. Mais vu que je sais que j'en ai un qui est mort, je change un. Si c'est pas celui-là, je change l'autre. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, on a à commander un débitmètre et à le changer. Au niveau de la baie moteur, franchement, c'est relativement propre. Alors, on voit qu'il a pas roulé pendant longtemps. Du coup, bah, on a un petit peu les souris qui se sont fait la malle là-dedans. Donc, il faudra qu'on nettoie ça et qu'on démonte le fond de coffre. Ce que j'avais vu lors de l'achat se situe plus là-dessous. Tac. Voilà. On voit ici une importante couche de graisse. Alors, mécaniquement parlant, sur ce moteur-là, qui est un V6 3 litres diesel biturbo. Ouais, ça fait quand même pas mal de choses. Nous avons deux vannes EGR, au nombre de 2, qui sont en plus réputées pas fiables. Donc du coup, les vannes EGR, on va tout simplement les désactiver. Je vais acheter un kit de suppression, donc on va supprimer les conduites de vannes EGR. Et on ira chez MCR Performance faire une reprogrammation pour désactiver électroniquement, cette fois-ci, les vannes EGR. Si on les désactive mécaniquement, c'est bien, mais l'électronique va pas aimer et du coup, on va être en mode dégradé. Donc il faut obligatoirement faire et le côté mécanique et le côté électrique. Donc pour ça, action mécanique et action électronique. Donc ça, on le sait, on va le faire. Les vannes EGR se situent quelque part par là de chaque côté. On en a deux. Maintenant, on voit que le filtre à huile se trouve au centre ici. Voilà. Et qu'on a un petit peu d'huile. Alors, là, le problème de ces trucs-là, c'est que quand le filtre à huile est en plein milieu, est-ce que l'huile est due au fait que quand il change le filtre à huile, bah, ça en fout partout, ce qui n'est pas impossible, ou à un problème de crasse? Alors, les vannes EGR, vous voyez, elles réinjectent ici. Donc les vannes EGR doivent être par là et elles réinjectent, ça c'est les tuyaux de renvoi dans l'admission des vannes EGR. Les vannes EGR, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Bah, c'est un système qui va permettre de recycler les gaz imbrûlés dans l'admission. Je vous explique. Votre injecteur, il envoie du carburant, ça rentre dans la chambre de combustion, ça explose, bim, les soupapes s'ouvrent. Dedans, dans cette combustion-là, vous avez une combustion imparfaite. Donc vous avez des gaz bien brûlés, des gaz moins bien brûlés. Du coup, la vanne EGR va reprendre ces gaz d'échappement, donc des gaz de diesel brûlés. Voilà, c'est bien pour vous situer un petit peu. Ça va repartir dans le système EGR, qui a une vanne et qui va venir renvoyer des gaz d'échappement dans l'admission. Ici, le papillon, débitmètre, filtre air, débitmètre, papillon, vanne EGR. Donc en fait, on va renvoyer la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des gaz imbrûlés, c'est de la merde, directement après le papillon. Ça va repartir dans l'admission des deux côtés et ça va être rebrûlé. Donc déjà de brûler une fois de la merde, on va la brûler deux fois. Donc on va venir encrasser les soupapes, encrasser le moteur et voilà, tout ça. Et indéfiniment. Du coup, vanne EGR, ça sert à ça. Donc c'est très bien pour la pollution, hein, effectivement, ça permet de réduire les émissions. Le problème, c'est que pour votre moteur, c'est destructeur. Donc ça, on va les supprimer. On va condamner ici, on va condamner les vannes EGR, on va désactiver. Et donc, ce qui n'est pas impossible, c'est que tout ce que vous voyez là, cette merde, bah, c'est ce que renvoie votre vanne EGR. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une petite fuite au niveau de l'admission? C'est pas impossible. Donc là, il n'y aura pas 50 solutions, hein, malheureusement. Il va falloir nettoyer et analyser. Je pense que cette pièce-là, elle est montée en compression et qu'on doit avoir deux petits joints toriques ici, je pense. Il faudra que je regarde les éclater. Et je pense que ces deux petits joints toriques là ont peut-être un petit peu séché. Et sous pression, et bah les gaz envoyés par les vannes EGR arrivent à sortir un petit peu. Et ça fait tout cet amas bien dégueulasse. Voilà, donc il y aura un bon gros nettoyage à faire et un test d'étanchéité de tout ça pour vérifier si oui ou non on a des joints à changer. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà on va supprimer l'envoi de merde. Et une fois avoir supprimé l'envoi de merde, on va venir nettoyer et vérifier s'il y a fuite ou pas dans le système. Et on voit que c'est vraiment localisé là, donc je pense vraiment que c'est ce système là. Bon, ça va pas nous coûter bien cher, ça m'inquiète pas, mais rien d'alarmant de ce côté là. On en profite pour regarder la courroie d'accessoires qui est là. Alors le véhicule a été super entretenu, hein. Je vais vous montrer après dans le carnet. Le véhicule déjà il a été tamponné jusqu'à 200, c'est marqué là, 239 000 km. Donc là il en a 260, donc en gros il y a 20 000 km que le véhicule n'est plus suivi dans un réseau. Et surtout, le carnet qui fait mention des vidanges tous les 25 000, le mec il a barré et il a mis tous les 10 000. Donc en fait ça veut dire que le mec était maniaque et du coup vidangeait tous les 10 000 sa voiture. Et ça c'est un bon point. Et je l'ai découvert après l'achat. Donc ça je suis plutôt content parce que ça montre que le véhicule a été soigné et a été entretenu plus que ce qu'il demande. Donc ça c'est un très très bon point, ça veut dire que le mec avait potentiellement la même philosophie que moi.
Alors j'ai tout le carnet, mais malheureusement on n'a pas récupéré le dossier facture. Pourquoi? Parce que quand les garages reprennent les voitures, le mec se fait pas chier à déposer le dossier de facture, et il laisse tout dans la voiture, basta, ils reprennent une misère. C'est comme ça que ça marche. Donc du coup tu vas pas t'embêter à chercher toutes les factures chez toi. De toute façon c'est une prime à la case, donc basta. Voilà. Mais en tout cas il y a des bons indicateurs. Le fait qu'on ait la certitude que ce véhicule là fait beaucoup d'autoroutes, c'est un bon point. Parce que déjà ça use moins, et en plus de ça, ça encrasse moins. Ensuite, le fait que le propriétaire avait barré et avait vidangé tous les 10 000, ça c'est un excellent point. Et le fait qu'on ait un entretien suivi sur pas cahier, mais sur livret de la voiture, ça c'est un excellent point aussi. Donc pour la partie bien moteur, pas grand chose à faire. Remise à plat de l'entretien, changement d'un débitmètre, vérification de fuite, suppression des vannegères. Au niveau de la courroie d'accessoires, RS, courroie de distribution, ça a été fait il y a 5 ans. Sur cette voiture là, c'est 8 ans. Donc du coup, c'est pas à faire non plus. Donc ce sera à faire, mais pas tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de la faire. Bon, sur la partie esthétique, on n'en fera pas un neuf, qu'on soit d'accord. Mais on peut en faire un en très bon état. Déjà, on peut voir que la peinture, elle est très terne. Là, on voit bien avec le nid d'abeille, ça ment pas. Et qu'elle est bardée de micro-rayures. Donc là, on va faire un lustrage complet avec pose d'une céramique. Ensuite, on voit que le logo Range Rover, là, il est bien usé. Hein. J'ai réussi à en trouver un, donc là, on va en mettre un neuf. Ça, on va le virer et le faire propre également. Les phares, ils sont pas cassés, mais on voit qu'ils sont ternes, ils sont cuits par le soleil. Donc là, il faudra les poncer, les lustrer, et alors pas les vernir, mais leur mettre une protection céramique pour éviter qu'ils puissent se redégrader très vite avec la lumière et les UV du soleil et de la lune. Ça, c'est pour les gros défauts qu'on va corriger. Ensuite, de ce côté-là, je pense que vous allez bien le voir avec la lumière, on a un POC là, là, là et là. Voilà. Ça, on va pouvoir le débosseler en sans peinture. Les bosses ne sont pas graves, donc ça va être débosselable. Seule chose qui va nous rester, on a une rayure profonde ici et une rayure profonde ici. Donc malheureusement, on ne va pas repeindre l'aile et la porte pour 2 rayures. Le véhicule n'est pas neuf. Voilà, il faut aussi accepter certains défauts. Mais les bosses, on va pouvoir les retirer. Je crois avoir vu également une autre bosse de l'autre côté. Au niveau défaut, ici, on n'a plus rien. On a un défaut. Alors ici, voilà, on a une petite rayure ici que vous voyez. Donc ça, c'est pareil. Malheureusement, celle-là, on ne pourra pas la retirer. Elle est trop profonde. Ça partira au lustrage. On est dans la profondeur du vernis. Donc ça, pas de problème de ce côté-là. On a une petite bosse ici, pareil, redressable, sans peinture. Dernier petit défaut qu'on a, il se trouve ici. Hop, voilà. Là, le pare-choc a frotté quelque chose et malheureusement, c'est abîmé. Donc ça, c'est pareil, on ne pourra pas le revoir. Donc si on fait le bilan un petit peu de l'état carrosserie une fois qu'on aura terminé tout ça, on a un petit défaut ici, on a une petite rayure sur le pare-choc arrière et on a 2 rayures latérales. Des rayures qui font 3 cm. Donc on aura 4 défauts esthétiques. Sur la totalité du véhicule, je pense sincèrement que c'est plus qu'acceptable sur un véhicule de 2011 et qui a 260 000 km. Donc c'est un véhicule qui a moindre frais, va pouvoir retrouver un côté esthétique très joli. Un débossage sans peinture, ça va nous coûter 300 € à peu près. Les phares, on va le faire à la maison. Le lustrage, on va le faire à la maison. La céramique, on va le faire à la maison. Donc ça va coûter uniquement le coût des produits. Il y a quelques heures de boulot, mais ça va. Un logo comme ça, à mon grand étonnement, c'est moins de 10 €, donc du coup ça va parfaitement aussi. Donc sur la partie esthétique, pas gros frais, surtout beaucoup d'heures de boulot. Maintenant on va passer à la partie esthétique mais intérieure du véhicule. Alors bien évidemment il nous restera les jantes, mais ça c'est un partenariat avec Jantes Ouest, donc les jantes vont être neuves également. Au niveau de l'intérieur, alors je vous mets de la lumière parce que dans le garage c'est un peu sombre. On voit que l'assise passager, en fait ça dépend qui vient, elle est vraiment en très bon état. Toute la planche de bord c'est en très bon état. La console centrale c'est en très bon état, à l'exception du pommeau ici qui est abîmé là. Ça j'aimerais bien pouvoir le changer. J'ai regardé en neuf c'est 200 €. Donc j'aimerais bien en trouver un d'occasion. Ça pourrait limiter un petit peu les frais. Sinon bah tant pis on le changera. Mais ça c'est un défaut qui me chagrine parce que la planche de bord et tout est vraiment parfait. Et on a ce défaut là donc ça me plaît pas plus que ça. Ensuite panneau de porte etc. RAS. On a ici les sièges auto des enfants. Hop. Voilà, donc là c'est vraiment cette assise là qui va avoir besoin d'être soignée. Ici on a un accro, donc là le cuir est déchiré. On va pas refaire la sellerie du range, hein. Ça va coûter une fortune, c'est du cuir, c'est de la peau de vache. Là un siège comme ça c'est 800 balles pour vous donner un à refaire chez un sellier. On va mettre un emplâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un emplâtre?
C'est en gros un morceau de cuir qu'on va passer dessous, qu'on va venir coller dessus. Et en gros, ça fera comme ceci. Ce qui permettra d'éviter en fait que ça vienne s'arracher. Ensuite, si on veut venir peaufiner la réparation, on peut acheter un mastic de cuir pour venir reboucher en fait la différence d'auteur qu'on aura. Mais étant donné que là on est sur un cuir perforé, ça se verra toujours. Parce que du coup on n'aura pas la perforation du cuir. On aura une tache un peu plus foncée. Donc on va déjà le soigner. Est-ce qu'on fera plus? Je ne sais pas. Ensuite, au niveau du reste, c'est pas mal du tout. Par contre, au niveau des moquettes, là, on a un gros boulot. Alors, on a un petit défaut esthétique du cuir ici également, mais ça, on pourra pas le revoir. Hein. Je pense qu'ils ont mis quelque chose, ça a frotté. Voilà, c'est pas possible. On va pas pouvoir refaire tout le cuir de la voiture. Par contre, au niveau des moquettes, alors là, j'en suis pour quelque chose. J'ai marché dans de l'huile et je suis monté derrière. Donc ça, c'est Bibi qui a fait ça. Mais par contre, on voit que les moquettes sont quand même relativement sales, surtout dans le coffre. Donc là, on aura nettoyage complet et détachage des moquettes. Donc là, le volant, on va pouvoir le revoir nickel. Hein. Là, il est un petit peu usé ici. Je vous mets de la lumière, ça amplifie, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est pas ça qui me chagrine, c'est vraiment ici, là. Ici, on a une zone qui est brûlée par le soleil. Voilà, cette zone-là. Et ça, il va falloir qu'on reconstitue le cuir. Ça, il y a des kits qui se vendent. C'est un cuir liquide qu'on vient appliquer dessus qui va reboucher les différentes aspérités. On reponce, on reteinte le volant. Il y a des kits déjà sur la boutique pour faire ça. Donc le volant, il va redevenir neuf. Et maintenant, dernière petite chose à faire dans cette vidéo, c'est vous montrer un petit peu, via la valise diagnostic, ce qu'on peut aller chercher comme petit bilan. Alors, on branche la valise. Donc ça, c'est un nouveau modèle qu'on teste depuis plusieurs mois, qui devrait arriver normalement sur les nouveautés 2024, mais vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Je fais un diag de la voiture. Donc là, je vais vous passer le diag complet, ça sert strictement à rien, je l'ai déjà fait. Elle a rien, mis à part au niveau de l'ECU moteur. Donc, je vais aller dans lecture des flux de données. Ça m'intéresse. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en diagnostic approfondi. On peut aller rechercher. Donc là, j'ai fait ma petite sélection de choses intéressantes. Je vous l'affiche. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Capteur de pression dans le collecteur d'échappement. Ça va me permettre de voir si j'ai un problème d'échappement bouché. Bouché, notamment catalyseur ou FAP. Si c'est bouché, je vais avoir une contre-pression importante. Donc là, je vois que j'ai 0. Donc ça veut dire que ce n'est pas bouché. Donc du coup, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller vérifier que mon capteur, du coup, marche bien. Donc je l'ai chopé quelque part, le capteur, tension de capteur de pression différentielle. Donc là, j'ai bien le bon voltage. Donc ça veut dire qu'il marche, mais qu'il n'y a pas de contre-pression. Donc ça veut dire que déjà, mon FAP n'est pas bouché. Donc tout l'intérêt de faire du préventif dessus. Ensuite, qu'est-ce qui va m'intéresser d'autre? Les débitmètres. Vous voyez, au début, j'avais à peu près 13-14 au ralenti sur le premier. Et sur le deuxième, j'avais 100 et quelques. Ok, c'était pas possible. Donc maintenant, sur le deuxième, j'ai aux alentours de 10-12, donc c'est parfait. Par contre, le 1, je suis toujours dessous. Ça dépend son humeur. Des fois, il va varier entre 0 et 2. Et là, on voit que l'humeur est plutôt favorable. On est à 6. Si j'accélère légèrement, on voit que l'écart se creuse. Vous voyez immédiatement. 1 gramme 3, c'est pas possible. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, hop, son humeur elle a changé, 0.4. Donc je sais que le débitmètre d'air massique sur la rangée 1, il est mort. Mais avant de le nettoyer, on était à 13, on était sur des valeurs acceptables. On l'a nettoyé, divisé par 10 la correction, il est en panne. Voilà, à l'inverse, celui qui est en panne, il est plus en panne. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est ici. On a vanne GR1, vanne GR2. Donc ce que je veux, c'est vérifier qu'elle fonctionne, mes vannes GR. Donc quand j'accélère, je vais voir le pourcentage changer. Voilà. Donc là, mes deux vannes GR, je sais qu'elles fonctionnent. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert d'analyser et de prendre une valise diagnostic. Ça permet de pouvoir ajouter des points de contrôle sur des éléments qui visuellement ne sont pas possibles. En l'occurrence, là on a pu voir immédiatement qu'on a un débitmètre qui est capoute. On a deux vannes GR qui fonctionnent bien. On a un filtre à particules qui fonctionne bien. La seule déception que j'ai avec ce véhicule-là, c'est que je ne peux pas contrôler le débit de retour de carburant par injecteur. Ça, c'est un élément hyper important sur un diesel. Ça peut vous déterminer l'encrassement des injecteurs. Et d'ailleurs, on va faire une petite vidéo sur ce Range Rover pour vous sortir un nouveau produit qui est excellent, qu'on a testé sur d'autres voitures. Je vais vous faire cette vidéo sur le Range. Je vais vous donner un retour après le Range. Donc ça, c'est une vidéo qu'on va tourner très rapidement pour vous donner un retour. Et on fera un dernier test sur une dernière voiture, sur celle de ma mère. Mais c'est un excellent produit. Et du coup, ce produit-là, il est excellent à analyser avec des retours d'injecteurs. Des très gros retours d'injecteurs, on met le produit, la voiture repart nickel. Et en plus, ça nettoie le FAP. Donc c'est vraiment génial. Donc les amis, j'espère que ce nouveau projet, un bon vieux diesel kilométré avec un gros moteur, vous plaît.
En attendant, on a une belle liste de travaux à faire, donc je vais commander tout ça. Et nous les amis, on se retrouvera très prochainement pour attaquer la mécanique et l'esthétique sur ce Range Rover. Objectif, en faire une très belle voiture. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à tous de suivre cette nouvelle aventure. Merci à tous d'être toujours présents en 2024. Tous les liens des produits que je vous parle sont toujours en description de la vidéo, mylittlegarage.fr. En attendant, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Et bien évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao!